Le 14 mai 1916, des pionniers allemands émergent d'une galerie creusée dans la Gaise, la roche compacte et tendre de l'Argonne. Ils s'apprêtent à déclencher un formidable cataclysme. La mise à feu de 60 tonnes d'explosifs placés dans un fourneau sous les lignes françaises. En quelques secondes, 108 poilus vont perdre la vie. Pendant toute la durée du premier conflit mondial, la guerre souterraine, la guerre des mines, va écorcher bon nombre de promontoires stratégiques du front, mais c'est ici, à Vauquois, petit village de la Meuse, qu'elle prendra toute son ampleur destructrice. Au cœur de cette colline de 290 mètres d'altitude située au nord-ouest de Verdun, Français et Allemands vont creuser des kilomètres de galeries. Ils vont aussi faire sauter plus de 500 mines qui bouleverseront le paysage à tout jamais. Un village entier disparaîtra dans cette tourmente, volatilisé, englouti par des flots de terre. Pourquoi les belligérants se sont-ils lancés dans cet affrontement infernal? Comment les combattants des deux camps vivaient-ils cette guerre troglodyte? Journaliste et historien, j'ai voulu marcher sur les traces de ces guerriers de l'obscurité. Pour découvrir et comprendre cet épisode méconnu de la Première Guerre mondiale, je me suis enfoncé dans les entrailles de la Terre. Les pionniers allemands ont fait 3 forages de galeries jusqu'à 100 mètres sous la surface. J'ai récolté des indices. Là, on avait encore des vestiges, des pains de poudre. Des passionnés d'histoire vivante ont reconstitué pour moi l'enfer des combats. Les bénévoles d'une association de sauvegarde ont accepté de me raconter la folle histoire d'un site et le récit hallucinant d'un affrontement proprement dantesque. Là, il se produit un cataclysme. La Terre va vibrer sur 5 km, le ciel devient noir, la Terre va monter à 50, 60 mètres. Avec eux, grâce à eux, je suis parti à la découverte de l'un des champs de bataille de la Grande Guerre, Vauquois, la butte du sacrifice. Quelques jours après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'armée française est déjà sur la défensive. Elle perd 27 000 hommes au cours de la seule journée du 22 août. C'est le jour le plus sanglant de son histoire. Entre le 7 et le 23 août 1914 se déroule la bataille des frontières. Des combats le long des frontières allemandes et belges. Le 23 août 1914, l'aile gauche française est contrainte au repli. Paris est bientôt menacé puisque les troupes du Kaiser parviennent à 40 km de la capitale. Cette grande retraite s'achève avec la victoire française sur la Marne le 12 septembre 1914. L'armée allemande se replie alors sur l'Aisne. À l'ouest de la place forte de Verdun, les Allemands s'accrochent à une butte de 290 mètres d'altitude, l'un des points culminants de l'Argonne, Vauquois. Le village de Vauquois a été bâti au sommet d'une colline boisée de vergers, de jardins cultivés en terrasses, de vignes. Pour fuir la guerre, les habitants vont être obligés d'abandonner un bourg paisible vieux de 1000 ans, avec son église, son célèbre marronnier datant de la Révolution française, sa boulangerie-épicerie, sa mairie, son école et sa grande rue tirée au milieu des bâtisses anciennes, des fermes basses au toit de tuiles rouges. Vauquois va bientôt devenir le symbole d'une France rurale, meurtrie par la guerre. Membre de l'association des Amis de Vauquois, Yves Massotte fait visiter la butte depuis plus de 15 ans. Yves, quel est l'intérêt stratégique de la butte de Vauquois? La butte de Vauquois, il n'y a qu'à se retourner. C'est un observatoire de premier ordre. On a des visions au nord sur toute la plaine, ce qu'ont toujours voulu les Français, parce qu'avec ces visions-là, ils voyaient arriver les Allemands, c'est par là qu'ils vont arriver d'ailleurs, dans le coin de Montfaucon.
Ils vont avoir des vues sur les premières crêtes pré-ardennaises qui sont là, c'est déjà l'Ardenne. Des vues sur la vallée de l'Aire qui commence là. Et puis aussi, là, des vues sur le fond de la vallée de l'Aire à Bourreuil. Donc, s'ils sont là, ils peuvent régler la canonnerie. Les Allemands, c'est pareil. Ils veulent à tout prix avoir ces secteurs-là pour que les Français n'aient pas de vue ici et pour pouvoir, eux, avoir des vues sur le secteur français. Ouais. Voilà. C'est très important. C'est un point stratégique de première importance. De première importance. Le promontoire de Vauquois est un véritable observatoire, donnant des vues à 30 km vers l'est, vers Douaumont et Verdun, à 35 km vers le nord et le massif de la forêt d'Argonne, et à 12 km vers le sud et Clermont en Argonne. C'est là, à Clermont en Argonne, qu'une partie des habitants de Vauquois s'est réfugiée dès le 4 septembre 1914. Mais la ville est occupée par les troupes du Kaiser. Les soldats sont surexcités. Ils pillent les maisons, persécutent la population, abattent plusieurs civils dont le maire de Vauquois, M. Poinsignon et son petit-fils. Clermont en Argonne ne sera bientôt plus qu'un tas de ruines fumantes. La plupart des 168 habitants de Vauquois ont tout de même échappé au pire. Ils sont persuadés qu'ils retrouveront leur maison dès la fin des combats. La guerre va en décider autrement. Le 24 septembre 1914, les troupes du Kaiser s'emparent de la butte. Les Allemands tirent immédiatement parti de cette position stratégique. De là, ils peuvent observer la voie ferrée numéro 4 reliant Sainte-Menehould à Verdun et régler les tirs de leur artillerie qui bombarde les trains ravitaillant les troupes françaises de la citadelle meusienne. À partir d'octobre 1914, les soldats allemands du 16e corps d'armée transforment le village de Vauquois en forteresse. 3300 hommes tiennent la butte. Leur chef, le général Bruno von Mudra, fils d'un maître charpentier, a une formation de pionnier. Il organise les défenses dans le secteur de l'Argonne et fait utiliser massivement à ses troupes l'artillerie de tranchée, dont des engins redoutables, précurseurs des mortiers modernes, les Minenwerfer. Des pièces d'artillerie au canon court, rechargées par la bouche d'un calibre de 76, 170 ou 250 mm, à l'élévation de tir importante, souvent au-delà de 45 degrés. Serge Thierrion est le président de l'association des Amis de Vauquois qui sauvegarde et restaure un site classé monument historique. Et ça, Serge, c'est l'un des Minenwerfer de Vauquois. Oui, c'est un des mortiers, la traduction française d'un mortier allemand. Donc là, il est positionné sur une plaque bétonnée pour qu'il soit accessible aux visiteurs. Mais sa position initiale, c'est au fond de la fosse de tir qui se trouve ici. Donc il était disposé sur une plaque blindée, sur une plaque circulaire qui permettait donc de varier son angle de tir. Et là, donc, il était très profond. Relativement profond, il est à peu près à moins 5-6 mètres par rapport à la surface. Et sa position au fond de cette fosse communique avec le casernement allemand. Et ça, c'est un trou que l'association a redécouvert ou il est resté comme ça? Lors de l'offensive américaine de septembre 18, les bombardements avaient plus ou moins comblé déjà en partie la fosse de tir. Et voici une petite dizaine d'années, l'association s'était engagée à dégager cette fosse, à la remettre en situation. Et en fait, en procédant à ce dégagement, nous avons ouvert, je veux dire hélas, une fosse commune allemande. C'est-à-dire que pour continuer les travaux, il a fallu exhumer 35 corps. 35 soldats allemands ont été exhumés de ces quelques mètres carrés autour de la fosse. Et sur ces 35 corps, 5 ont quand même pu être identifiés. Et ce Minenwerfer tiré vers où? Alors ce Minenwerfer tiré en direction du sud, en direction des positions françaises. La proximité des réseaux de défense des deux adversaires, parfois séparés de quelques dizaines de mètres, exige de pouvoir effectuer des tirs courbes en expédiant des projectiles au fort pouvoir explosif dans les tranchées adverses.
Les Minenwerfer équipent des unités spéciales du génie allemand à partir du mois d'octobre 1914 et font d'importants dégâts dans les tranchées de l'ennemi. De son côté, l'armée française s'est principalement dotée de canons de campagne de calibre moyen comme le célèbre 75, mais souffre d'une insuffisance cruelle en pièces d'artillerie de tranchée. Il y a urgence pourtant. Alors, les poilus bricolent des mortiers de fortune. C'est quoi cette machine infernale, Serge? Alors c'est un célérier. Alors le célérier, c'est le premier engin d'artillerie de tranchée française. Il a été inventé par le capitaine Célérier, qui a combattu en Argonne. Et il était conscient que, au début de la guerre, face aux Minenwerfer allemands, les troupes françaises n'avaient pas d'artillerie de tranchée. Il a donc inventé ce procédé. Alors le but, c'était de récupérer sur le champ de bataille le corps d'un obus de 7 cm 7 allemand, un fusan, donc il retombe inerte au sol, d'y percer à sa base un petit œilleton, et on va positionner ce corps d'obus sur un sabot de bois. Maintenant, ce qui va servir de projectile, c'est la douille du 65 de montagne français. On va y placer une charge explosive au centre, de la limaille de fer, de la ferraille autour, ce qui va servir de projectile, et l'on va envoyer donc ce projectile sur les positions allemandes. Là, ce que tu me présentes, c'est un bidouillage. Oui, c'est un bidouillage face à un Minenwerfer qui est une arme relativement bien élaborée. Le Minenwerfer va envoyer sur les positions adverses des projectiles jusqu'à 50 kg. Et là, on propulse une charge d'à peu près 2 kg, jusqu'à une distance d'environ 250 mètres. Ça veut dire que c'est vraiment le mortier d'urgence des Français. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. On est complètement dans l'improvisation, dans le bidouillage, comme tu me le dis. Il faudra attendre plusieurs mois avant que l'armée française se dote d'un mortier de 58 mm pesant jusqu'à 417 kg, capable de projeter des obus à ailettes jusqu'à 1450 mètres de distance, le Crapouillot. En cette fin d'année 1914, le général Joffre n'a toujours pas renoncé à la guerre de mouvement. Le bilan est pourtant déjà très lourd. La France a perdu 1 million d'hommes. 300 000 ont été tués. 10% des officiers sont hors de combat et le décompte macabre est bien loin d'être terminé. À Vauquois, il va falloir monter à l'assaut d'une véritable forteresse. Le haut commandement n'envisage qu'une seule tactique, la charge frontale au clairon, baïonnette au canon, au son de la Marseillaise. Quelle est la situation à Vauquois au mois d'octobre 1914? Alors au mois d'octobre 1914, cette fois-ci, la butte est fortifiée. C'est une énorme fortification en campagne. Rues excavées, tirs par les soupiraux, mais surtout 3 rangées de tranchées accompagnées de canons déjà, et surtout de mitrailleuses. Donc toute la butte est tenue par les Allemands très fortement. Joffre ne peut pas tolérer ça. Il faut à tout prix passer. Il ne veut pas que ce point stratégique soit en leurs mains. Il va donc ordonner au général Micheler de partir à l'assaut de cette butte. Le 28 octobre 1914, des bataillons des 331e et 46e régiments d'infanterie montent à l'assaut. C'est le massacre. Même résultat les 2 jours suivants. Les 2 régiments sont complètement étrillés. Anéantis. C'est à ce moment-là que Sarrail, qui commandait la 3e armée, décide de venir en Argonne, à Sainte-Menehould. De Verdun, il vient à Sainte-Menehould. Il doit réorganiser tout le système de façon à pouvoir quand même percer. À la fin du mois d'octobre, les troupes françaises sont tout de même parvenues à installer leur position de première ligne au pied sud de la butte. Mais des tranchées allemandes comme celle de la Bretelle barrent la pente. De plus, l'artillerie allemande flanque la position à partir des bois de Chépy, du Bel-Orme, de Montfaucon, de la côte 207, de Varennes. De tous les côtés, ravins et glaciers offrent autant de champs de tir pour les mitrailleuses et les fusils de l'ennemi. Le 31 janvier 1915, le général Sarrail note « Les Allemands ont pris nettement la supériorité morale. Ils attaquent quand ils veulent, où ils veulent.
Afin de reprendre l'ascendant, le commandant de la 3e armée décide d'attaquer à nouveau la butte et le village de Vauquois. De nouvelles offensives d'envergure sont prévues pour la mi-février 1915. Les soldats français vont devoir s'élancer sur des pentes abruptes, surplombées par les positions allemandes. 17 février 1915. Le temps est pitoyable. Les forêts sont gelées, le sol est détrempé. À 10 heures, l'artillerie française tire sur Vauquois. C'est un déluge d'acier et de feu. À 13 heures, 2 mines explosent. C'est le signal. Les fantassins se mettent en branle. Ils ignorent que les tranchées ennemies n'ont pas été endommagées. Sur les pentes de Vauquois, c'est le massacre. Le sergent Lucien Janard du 89e régiment d'infanterie écrit à sa femme Juliette: « Je suis toujours dans la même tranchée où on est assez mal. Il tombe de la neige, de l'eau, des balles, des obus, des bombes et des hommes malheureusement. Quel carnage! Il faut y être pour comprendre et avoir une idée juste. Nous avons attaqué un point fort de l'ennemi hier, sans que nous puissions nous y maintenir. Après un bombardement terrible, on a poussé l'assaut. Mais malgré tous les efforts, il a fallu revenir dans notre tranchée, dans laquelle il y avait bon nombre de tués et de blessés. » Le 2e bataillon du 31e régiment d'infanterie parvient à pénétrer dans le village, mais ne peut s'y maintenir, faute de renfort. Le 28 février, 2e attaque massive. Mais à 13 heures, le clairon français sonne la charge trop tôt. Les Allemands sont avertis de l'imminence de l'assaut et réoccupent leurs tranchées. Les fantassins français s'élancent. Cette fois, c'est la musique du 46e régiment d'infanterie qui entame la Marseillaise et la charge. Devant ce spectacle, le général Valdan, chef de la 10e division, se découvre et déclare à ses officiers: « Saluez, messieurs, ce sont des héros qui s'en vont à la mort. » Il ne croit pas si bien dire. Épaulés par les 89e et 31e régiments d'infanterie et avec l'appui d'un train blindé français armé de 2 affûts de 200 mm, les hommes du 46e régiment d'infanterie parviennent à occuper la partie sud de la butte, mais ne peuvent se maintenir au centre du village en ruine. Car les Allemands ont poursuivi la fortification de leur position. Les caves des maisons de Vauquois sont reliées entre elles par des boyaux souterrains. Les rues sont excavées. Les soupiraux constituent désormais des postes de tir redoutables. Les murs sont crénelés. Le sous-lieutenant André Pézard du 46e régiment d'infanterie de Paris-Fontainebleau se souvient de son entrée dans les ruines de Vauquois à la tête de ses hommes. On ne sait même pas si l'on est dans le village ou non. Ce terrain informe, est-ce la fameuse rue des Juifs? Ces éboulements noirs qui s'entrecoupent et s'entassent, est-ce des ruines ou de la terre bouleversée? Les Boches sont-ils devant nous ou à gauche? Et l'église, à quelle distance est-elle? Peut-on reconnaître ces ruines des ruines voisines? Entre le 28 février et le 4 mars 1915, le village est conquis et reperdu à 4 reprises. Les combats se poursuivent à la nuit tombée. Les conditions climatiques sont horribles, mais au soir du 1er mars, les régiments français parviennent à occuper une partie du village en ruine. Le 2 mars, une pièce d'artillerie est hissée sur le haut de la butte. Durant la nuit du 3 au 4 mars, les forces françaises subissent de nombreux assauts ennemis. Sous un déluge d'acier, les positions françaises sont mises à mal, mais tiennent bon. Devant cette défense de fer, les troupes allemandes reculent et les combats se calment au matin du 4 mars 1915. Le front est stabilisé. Dans certains secteurs, tranchées allemandes et françaises ne sont séparées que de 3 petits mètres. Les soldats s'écharpent au corps à corps. Fin février et début mars, loin à l'arrière,
les journalistes tressent des lauriers aux combattants de Vauquois. Ils louent leur bravoure, leur témérité, racontent les exploits des hommes montés à l'assaut en encourageant leur chef, narrent l'abnégation des officiers blessés grièvement, demeurant debout au milieu de leurs soldats. La réalité de la situation s'écrit au fond des tranchées françaises. Début mars 1915, le sergent Lucien Janard écrit à sa femme. Quel soulagement quand la nuit arriva, que le calme fut rétabli. Mais c'est à ce moment où on est sous l'emprise d'une espèce de fièvre d'hébétement que l'on entend dans sa tête le bourdonnement du vacarme de la bataille, pour quelques heures interrompues. C'est à ce moment que l'on pourrait demander aux combattants ce qu'ils pensent de ce honteux charnier. Il n'en est pas un, français ou boche, qui n'accepterait la paix dans quelque condition que ce fût. Ceci est tellement vrai qu'il se passe quelquefois 1 heure sans qu'on entende un seul coup de fusil. Après 5 mois de combats furieux, les troupes françaises sont parvenues à enlever la bordure sud de la butte et à installer leur position au milieu du village. Les tranchées de l'ennemi sont à quelques mètres à peine. Mais cette reconquête partielle de la butte de Vauquois a eu un prix exorbitant. Entre le 28 février et le 5 mars 1915, les troupes françaises ont perdu 4500 hommes. Yves, à Vauquois, comme partout sur le front, au cours de l'année 1915, c'est la fin des grands assauts meurtriers. Oui, à Vauquois, ça va être la fin des grands assauts meurtriers. Le général Sarail, le 22 juillet, perd son commandement. Il a trop de pertes. Sa 3e armée a perdu la moitié de son effectif, 80 000 types. Et à ce moment-là, Français et Allemands se retrouvent en face l'un de l'autre. On s'enterre de plus en plus. Et le champ de bataille devient vraiment affreux. Les morts s'empilent, on ne peut pas les enterrer. Il y a partout des excréments. Les gens vivent dans des débris de nourriture. Ils ne peuvent pas se laver. On a même, en plein mois de juillet, comme en plein hiver, le pied de tranchée, c'est-à-dire les pieds qui pourrissent dans les souliers. L'eau est littéralement polluée. On a des cas de typhoïde. On a des cas de typhus, boire. Ils vivent avec de la vermine, poux, puces, les rats qui viennent chercher les morceaux de nourriture qui peut rester, c'est tout à fait l'horreur. D'ailleurs, André Pézard, dans son magnifique témoignage, dit Vauquois, c'est le musée des horreurs. Il y a 5000 cadavres. Il dit, la vue est épouvantable, et il dit, l'odeur est épouvantable. Et il fume du matin au soir pour couvrir l'odeur. C'est une horrible guerre de tranchées qui débute. Oui. Et les Allemands et les Français n'arrivent pas à prendre le dessus les uns sur les autres. Oui, ils ne peuvent pas. Ils sont bloqués par la fortification. On ne peut pas passer. C'est absolument impossible. Faire un assaut, obligatoirement, les premiers qui sortent, ils sont morts. Mais il y a des nouvelles armes qui sont utilisées ici pour essayer de passer? On va essayer justement de passer avec des nouvelles armes, comme on a essayé de le faire en Argonne. On va utiliser le lance-flamme. La première utilisation française en lance-flamme va être effectuée ici. Au cours de l'une des dernières offensives, le 22 mars 1915 à minuit, des pompes allemandes crachent par-dessus le mur du cimetière un liquide enflammé semblant être un mélange de pétrole et de goudron. L'utilisation des premiers lance-flammes par les Allemands ne leur permet pas de faire la différence. Mais cette nouvelle arme intéresse les Français qui mettent au point leur propre modèle. C'est sur la butte de Vauquois qu'il sera testé pour la première fois par une brigade des sapeurs-pompiers de Paris, commandée par le lieutenant Rapia. Elle compose la compagnie Engins Spéciaux, rattachée au 1er régiment de génie. Le 6 juin 1915, à 20 h, malgré une chaleur accablante et un vent contraire, l'attaque est déclenchée. 3 sections spéciales projettent du front de l'Ouest jusqu'à l'église le pétrole immédiatement enflammé par des grenades incendiaires. La tempête de feu
s'abat sur les premières lignes allemandes. Mais quelques instants plus tard, une énorme explosion se produit à une centaine de mètres en arrière du front, dans une tranchée allemande. Le capitaine d'artillerie Grévy déclare qu'un obus de crapouillot vient de tomber sur un dépôt de munitions. Cette terrible explosion refoule les flammes sur les Français. Le pétrole enflammé retombe sur le dos des fantassins gravissant les échelles et prêts à bondir pour poursuivre l'assaut. Les soldats piétinent les tuyaux tirés dans les boyaux. Le pétrole se répand dans le fond des tranchées, les porte-lances ne peuvent plus être dirigées, c'est la panique. En quelques minutes, 25 hommes meurent, 127 sont blessés et 6 disparaissent purement et simplement. Serge, finalement, ici à Vauquois, début 15, les deux belligérants sont coincés, ils se font face. Et la butte va devenir, d'une certaine manière, le terrain d'expérimentation d'une nouvelle forme de guerre, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir de 1915, comme tu dis, début 15, ni les Français ni les Allemands ne parviennent à prendre le dessus, à conquérir complètement la butte. Donc les différents états-majors, respectivement chacun de leur côté, vont décider d'employer une autre tactique, une autre façon de faire la guerre. C'est une guerre souterraine, c'est une guerre terrible, sournoise, c'est cette fameuse guerre des mines. Avec la fin de la guerre de mouvement, les défenses des adversaires, notamment celles des Allemands, sont de plus en plus puissantes. Puisque les armes classiques se sont révélées inopérantes, une autre guerre débute, la guerre de siège. Les pionniers allemands et les sapeurs français s'enterrent et creusent des sapes, des kilomètres de galeries, des chambres, des abris. La guerre des mines va toucher tout le front. La crête de Vimy, la butte 108 à Berry-au-Bac, les Hauts-de-Champagne, les Éparges, la forêt d'Argonne, mais c'est à Vauquois qu'elle prend toute son ampleur. La butte est une gigantesque termitière. Les Allemands vont y creuser 17 km de puits, galeries et rameaux. Les aménagements s'étagent sur différents niveaux, les ouvriers s'enfonçant de plus en plus profondément dans les entrailles de la terre et jusqu'à 100 mètres de profondeur. Du côté français et anglais comme du côté allemand, les soutiers de cet obscur conflit sont des mineurs de fond, choisis pour leur expérience et leur connaissance technique, car le percement des galeries nécessite une logistique considérable en hommes et en matériel. Il faut creuser et étayer les tunnels pour éviter qu'ils ne s'écroulent, évacuer des tonnes de terre, transporter les explosifs, installer l'éclairage et la ventilation. Les équipes sont composées d'hommes du génie, appuyés par des soldats désignés dans les régiments d'infanterie présents sur le terrain. C'est un travail dur, dangereux. Serge, la guerre des mines, est-ce que ce n'est pas une vieille forme de combat? Si, la guerre des mines est connue depuis l'Antiquité, puis au Moyen-Âge, où l'on minait la palissade d'un château fort pour le fragiliser. Et puis plus récemment, fin du 19e, on va éditer des ouvrages qui traitent plus particulièrement de cette guerre des mines, de cette technique de guerre des mines. Et là, on définit véritablement les conditions dans lesquelles on doit creuser, les conditions dans lesquelles on doit faire exploser une charge souterraine. Mais ça signifie que finalement, si c'est une forme de combat qui est théorisée, c'est une forme de combat très importante pour les militaires. Oui, tout à fait. L'explosion d'une mine va créer une brèche dans les positions de l'adversaire que tout de suite il va falloir occuper et défendre, ce qui a permis pour l'attaquant, on va dire, d'occuper, d'avancer d'une vingtaine de mètres dans les positions adverses. Et la mine en elle-même, c'est quoi? La mine, c'est une galerie souterraine, ce qu'on appelle un fourneau. Lorsque la chambre est chargée, c'est ce qu'on appelle un fourneau. Avec de l'explosif, non? Voilà, ce sont des tonnes d'explosifs qui vont être chargés, bourrés, et que l'on fait sauter, qui ont pour effet, bien sûr, de créer les entonnoirs que l'on connaît aujourd'hui à Vauquois. Les sapeurs creusent une galerie à partir de leur première ligne. Parvenus à quelques mètres de la tranchée ennemie, ils la prolongent par un rameau de combat beaucoup plus étroit.
La taille conventionnelle du modèle français est de 65 cm de large pour 80 cm de haut. L'avancement dans un rameau de combat n'est que de 80 cm, 1 mètre par jour maximum. Les hommes progressent uniquement accroupis ou couchés. Leurs instruments, des pelles, des pioches, des barres à mine. La terre est évacuée à dos d'homme, en brouette ou dans des wagonnets pour les boyaux les mieux équipés. Pour permettre une meilleure ventilation, la longueur des galeries n'excède généralement pas 40 à 45 mètres et dans certains cas, les sapeurs peuvent creuser jusqu'à 150 mètres de souterrain. Les accidents sont fréquents et souvent mortels. Éboulement soudain, asphyxie à cause des gaz nitrés, mais la surenchère est lancée. Les deux ennemis vont aller toujours plus loin, toujours plus profond, pour installer des charges toujours plus puissantes. Parvenus sous la tranchée ennemie, les sapeurs aménagent une chambre, le fourneau de mine, qu'ils bourrent d'explosifs. De la chédite ou de la millinite côté français, de la westphalite côté allemand. Le nombre de kilos d'explosifs a soigneusement été calculé. Tous les paramètres ont été pris en compte. Distance de la surface, nature du sol. Puis, les sapeurs déclenchent le dispositif de mise à feu. Bon, Serge, je te confie un casque, il est obligatoire pour la visite des galeries souterraines. Pourquoi c'est bas de plafond? C'est bas par endroit. Ah oui, c'est bas de plafond en fait. Depuis plus de 20 ans, les membres de l'association Les Amis de Vauquois restaurent les réseaux allemands et français. Des kilomètres de galeries ont été rouverts, repris au gravat et aux rouleaux de fil de fer barbelés qui obstruaient les couloirs. Les soldats allemands semblent avoir quitté les lieux la veille. Ici, comme partout sur les 700 km de front, les troupes du Kaiser se sont installées pour rester. Le côté nord de la butte de Vauquois devient une véritable termitière. 3000 hommes arpentent tous les jours ce labyrinthe long de 17 km, étagé sur plusieurs niveaux. Une cité troglodyte éclairée et ventilée grâce à des centrales électriques souterraines. Finalement, les Allemands vivaient véritablement sous terre. Tous les hommes du côté allemand vivaient sous terre, possédaient leur casernement sous terre. Il faut savoir que le casernement était creusé dans cette partie supérieure du sous-sol, dans les 70-80 mètres de la partie supérieure du sous-sol, qui est constituée de gaze, donc cette roche propre à l'argonne. C'est une roche très friable en fait. Non, à la fois tendre et souple dans son milieu naturel. Elle deviendra friable à partir du moment où elle sera exposée à l'extérieur. Ici, à l'intérieur, ce sont environ 2500 hommes qui étaient conçus pour occuper le casernement. En fait, ils étaient environ 1500. Gloria, Gloria, le casernement, il est constitué de 184 pièces. Quand je dis pièces, ce sont cuisine, chambre, infirmerie, dépôts divers, une gare souterraine. Et on a pu répertorier 17 km de galeries de ce côté nord de la butte. C'est vraiment une petite ville souterraine. Oui, c'est un village avec toutes ses infrastructures. C'est une ville et relativement bien aménagée, bien conçue. Une pièce comme celle-ci, on s'en préservait de l'humidité en mettant en place des tôles au plafond, du papier bituminé sur les parois. On s'isolait également de la roche en mettant en place des planchers dans les lieux de vie, des caillebotis dans les galeries. Donc tout était fait pour vivre dans un milieu sain au maximum, en sachant que la température moyenne ici à l'intérieur, c'est environ 14 degrés. Dès la fin mars 1915, les Français entament aussi la construction d'abris cavernes, essentiellement destinés aux fantassins qui, jusque-là, dormaient pour la plupart encore sous la toile de tente. Et c'est l'association qui a nettoyé cette galerie ?
Oui, il a fallu la nettoyer dans la mesure où beaucoup de gravats la comblaient. Il y avait aussi énormément de matériel propre à la guerre des mines, du matériel de ventilation, du matériel de perforation, du matériel pour porter secours aux asphyxiés. Les Français avaient laissé des choses ici. Beaucoup moins si l'on compare au côté allemand, où les Allemands se sont plus ou moins sauvés de la butte, on va dire, que du côté français, on a pris le temps de démobiliser, donc de récupérer. Et il y avait ce genre de choses. Oui, donc c'est un réservoir d'eau, comme il en existait beaucoup, soit en dessous, sous terre, soit en surface, dans la mesure où il n'était pas question ici à Vauquois de boire l'eau d'infiltration, avec les déchets d'explosion en surface, avec les corps en putréfaction, il n'était pas question de boire l'eau d'infiltration. Donc on allait chercher l'eau à peu près 1 km d'ici, et donc les corvées d'eau ramenaient donc à dos d'homme l'eau pour la concentrer dans des bacs comme celui-ci. Oui, en fait, oui, et c'est même marqué dessus, en fait. Il y a une jolie inscription, là. Eau potable. Eau potable, ouais, elle est dans son jus, c'est une pièce qui est dans son jus. Ouais, il y a une sacrée ambiance ici. Finalement, les Français ont creusé aussi, comme les Allemands. Voilà, la grande différence, c'est que du côté français, les infrastructures souterraines vont se limiter à des postes de commandement. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas d'infirmerie. Toutes ces infrastructures-là étaient situées sur les arrières français. Mais les Français ont quand même creusé dans le cadre de la guerre souterraine, de la guerre des mines. Ils sont allés de plus en plus profondément durant l'année 1915. Oui, on descend profondément dans les entrailles de la butte dans le cadre des explosions de mines. Il va y avoir une progression, c'est-à-dire de quelques dizaines de mètres pour les premières explosions de mines. On va descendre à moins 45 mètres pour les plus profondes. C'est vraiment une guerre de mineurs de fond, quoi. C'est un métier, c'est un travail de professionnel de la mine en tout état de cause. Il y a une sacrée ambiance. Ça, vous avez retrouvé tout ça sous terre? Oui, c'est des objets qui appartiennent à Vauquois, qui ont été trouvés à Vauquois et qui resteront à Vauquois. Au fil des mois, les réseaux souterrains deviennent très denses. Jusqu'à 17 km du côté allemand, pour 5 seulement chez les Français. Cette proximité facilite la lutte contre les mines de l'adversaire. Les combats se poursuivent, sous terre. Où est-ce que nous sommes ici, Serge? Alors nous sommes dans la galerie S'. C'est une des 7 grandes descenderies du côté français sur le versant sud de la butte. Comment, lorsque les Français et les Allemands creusaient sous terre comme ça, arrivaient-ils à se détecter pour essayer de savoir où allait l'ennemi et surtout essayer de le contrecarrer? Bien, au fur et à mesure que cette guerre des mines va se prolonger dans le temps, on va quelque part s'adapter pour essayer de localiser sous terre l'adversaire. En surface, bien sûr, c'est visuellement qu'on va chercher à savoir où est l'adversaire, ce qu'il fait. Sous terre, le seul moyen de savoir ce qu'il fait, il creuse. Et en fait, on va creuser des galeries spécifiques aux écoutes. Il y a des galeries qu'on appelle des galeries d'écoute, à l'extrémité desquelles se positionnaient des sous-officiers, bien souvent formés à ces écoutes. Alors, ce qu'on appelle des écoutes directes. Pour les Français, ça va être principalement le géophone. C'est ni plus ni moins qu'un amplificateur de son dans chaque oreille qui permettait de localiser dans un rayon d'une vingtaine de mètres le coup de pioche de l'adversaire. Une fois qu'on a entendu son adversaire qui avance, quelles étaient les possibilités des combattants? Ce n'était pas d'attendre l'explosion de l'adversaire en se repliant. Non, non, quelque part, on partait à l'offensive, c'est-à-dire on avait localisé la galerie de l'adversaire ou l'adversaire en train de creuser. Le but, ça va être de rapidement creuser une galerie pour arriver sous sa position, rapidement charger X centaines de kilos et parfois plusieurs tonnes d'explosifs que rapidement l'on faisait sauter. C'est ce qu'on appelait une contre-mine ou un camouflé. Sous terre, les adversaires s'épient, avec l'angoisse perpétuelle d'être surpris par une explosion soudaine, d'être enseveli vivant ou victime de gaz mortels. Claustrophobes s'abstenir. Au mois de juin 1915, le témoignage d'un lieutenant paraît dans le journal Le Matin. On les entendait maintenant avec une prodigieuse netteté. On ne les entendait pas seulement travailler, on les entendait tousser. La victoire allait appartenir à celui qui, une minute avant l'autre, prendrait la décision suprême. En ces moments dramatiques, je vous l'affirme, j'aurais voulu que vous puissiez voir mes hommes. Chaque coup de pioche qu'ils donnaient pouvait être le dernier. Chaque seconde de retard pouvait être employée par l'ennemi à préparer sa mine.
rien. Qu'est-ce qu'il y a? Les Boches, je les entends plus. Bien sûr qu'ils sont en train de remplir leur fourneau. Tu crois? L'angoisse monte d'un cran lorsque les écouteurs n'entendent plus rien. Le silence de l'ennemi est loin d'être une bonne nouvelle. Il révèle que l'excavation est terminée, que le fourneau est en train d'être chargé. Il faut pourtant poursuivre les travaux et vivre dans la terreur sourde d'une explosion imminente. Le résultat, le voilà. Un paysage lunaire. Le sommet d'une colline constellée d'entonnoirs gigantesques. Un village parti en fumée. Le chaos inscrit dans le paysage, soudainement volcanique. Des dizaines de tonnes d'explosifs. Après 1915, les Allemands vont creuser de plus en plus profond et ils vont aussi placer des charges explosives de plus en plus puissantes finalement. Oui, ici où nous sommes, on est au-dessus là, il va y avoir la formidable explosion du 3 mars, une mine chargée à 5 tonnes qui va carrément pulvériser tout l'Est, là, on voit très bien, hein, mais qui va aussi entraîner la disparition d'une douzaine de gars. On n'en récupérera que 3, 6 jours après. Les gars complètement ankylosés, ils ne savaient plus où en étaient quand ils sortent. Ils disent aux gars qu'ils tirent « Ah, ce que tu peux sentir bon !» Ils étaient complètement pris là-dessous. Donc, à une mine répond une mine, une profondeur, ben, les Français vont pas se laisser faire. Et ils vont charger cette fois-ci avec 12 tonnes. Ils vont faire sauter, il va se faire un immense cratère qui va pulvériser les restes de l'église. Cette fois-ci, l'église est engloutie définitivement. Ça sera à une mine, répond une mine. Pendant ce temps, à 23 km de Vauquois, une autre bataille fait rage. Depuis le 21 février, les troupes allemandes se sont lancées à l'assaut de Verdun et tentent de traverser la Meuse, sans succès. Les poilus rendent coup pour coup à leurs adversaires. Mais à Vauquois, les pionniers allemands affirment leur suprématie. Ils préparent la plus grosse mine du premier conflit mondial, 60 tonnes d'explosifs, 500 détonateurs, 6 mois de préparation, 2 pour creuser une galerie de 86 mètres, 1 pour transporter au fond la totalité de la charge, et 3 mois pour se faire oublier. Puis, le 14 mai 1916, à 4 heures, un photographe allemand a immortalisé la formidable explosion de la mine de l'Ouest. Là, il se produit un cataclysme. Un bruit phénoménal. La terre va vibrer sur 5 km. Le bruit s'entend à Menou, à Sainte-Menou, et s'entend aussi sur Verdun. Le ciel devient noir, plein de déchets qui retombent. La terre va monter à 50, 60 mètres. D'énormes blocs aussi, qui sont toujours dans le fond ici. Des blocs de 10-12 tonnes de gaz vont monter et tout s'effondre. Un énorme entonnoir qui va environ à 40 mètres de profondeur, puisqu'ils étaient à 35, donc plus le fond, qui est coté sur 80 mètres sur une diagonale et 60 mètres sur l'autre diagonale. D'un coup, où on était au contact, pour ainsi dire, l'un de l'autre, on se sépare de 40 mètres, regarde. Tout le côté français est enlevé, tout le plateau qui existait comme ceci est enlevé, y compris les positions allemandes. Mais dans ce combat-là, il y avait la 9e compagnie du 46e d'infanterie parisienne qui était juste là dans des abris derrière. Il y a exactement 102 soldats. Et sous terre, il y a les sapeurs, il y a 6-7 sapeurs à peu près. Tout ce monde-là est pulvérisé, on ne retrouve rien. Et finalement, pourquoi faire ? On s'éloigne,
Le but de cette guerre, c'était la percée. Eux, ils veulent aller à Paris, nous, on veut aller à Berlin. Hein. On s'éloigne. Tu veux dire que la mine, d'une certaine manière, elle est monstrueuse, mais elle a été inutile. Totalement. À la fin de l'année 1917, la butte de Vauquois n'est déjà plus qu'un vaste gruyère. Les ennemis sont parfois si proches les uns des autres qu'en tendant l'oreille, ils s'entendent chanter à travers les parois de roches brutes les chants de ce Noël glacé. Les accidents, les éboulements et autres explosions inopinées se multiplient, mais la guerre des mines, elle, se poursuit. Le soldat Paul Pourcelot du 122e régiment d'infanterie écrit « Ce 1er janvier est le 2e que je passe loin de ceux qui me sont chers. Et pendant ces jours, je ne peux m'empêcher de penser longuement au passé. Peut-on croire qu'il sera le dernier vécu loin des parents? Très peu d'espoir. Et pourtant, ce sera la dernière année pour bon nombre. » Difficile de qualifier la folie destructrice des hommes. À Vauquois, elle peut être mesurée. Et il faut aller très bas, s'enfoncer inexorablement dans les entrailles de la terre. Au mois de mars 1917, les officiers du génie français envisagent d'aménager 3 fourneaux à 50 mètres de profondeur. 3 charges de 280 tonnes d'explosifs chacune doivent permettre d'araser la butte. Le projet n'aboutira pas, faute de moyens. Mais les Allemands ont eu la même idée. François Legrand, de l'association des Amis de Vauquois, sait qu'ici, Français et Allemands sont descendus très très bas. Jusque-là, j'avais touché l'histoire, là maintenant je rentre dans l'histoire en fait. Je m'enfonce dans l'histoire. Donc, c'est des travaux colossaux quand même. Hein. Ça, ils ont creusé. Bon, il faut savoir qu'en début de l'été 17, les pionniers allemands ont fait 3 forages de galeries jusqu'à 100 mètres sous la surface. 100 mètres sous le sol. Voilà. Et là, sur les descentes comme ça, on a vraiment l'impression de descendre dans les entrailles de la Terre. Hein. Ah ben là, on descend directement d'une bonne vingtaine de mètres. Donc ça, c'est l'une des descentes. C'est pour aller vers une des 3 descentes principales de Vauquois. Et leur volonté, c'est de faire des fourneaux comme pour les autres mines. Ah, exactement, sauf qu'ils étaient un peu plus gros. C'était des fourneaux de 160 tonnes qui étaient prévus. 160 tonnes? Voilà, par fourneau. Donc on a Rederstollen, Mittel 2 et Treppenstollen. C'est les 3 galeries qui ont été creusées, qui sont tous à une moyenne de 100 mètres. Et là, quand on parle de ces travaux-là, ça représente combien de temps de travail en fait? Est-ce qu'on a réussi à l'estimer? Pour toutes les galeries? Oui, pour les 3. Pour les 3 ah, pour les 3, je vais dire en quasiment une année, c'était fait. Donc il y a 1 an de travaux là? Je pense une petite année de travail. Pour parvenir à leur fin, les soldats du Kaiser vont traverser 3 couches géologiques, patauger dans l'eau de la nappe phréatique, remuer des milliers de tonnes de terre, prendre des risques aussi insensés que le projet lui-même. On marche sur le calcaire, là, déjà. Ah oui, exact. Et là, on est sur une fin de galerie. Donc, la galerie a été arrêtée net. Donc, on voit le mur de calcaire. Alors, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais l'eau qui s'infiltre est chargée de produits polluants, en tout cas de fer, parce que... Oui, vu la couleur, on ne sait pas exactement ce que c'est. Là, on en voit aussi ici. Ouais, c'est très noir. Ça n'a pas l'air d'être de l'eau tout à fait pure, on va dire. Je ne la boirai pas. C'est ça. Voilà, on est à l'embouchure de Rederstollen. C'est la descente qui est là. C'est la descente, donc arrivée, je vais dire, à une trentaine de mètres, elle va avoir un retour, elle redescendra sous nos pieds. On est quand même descendu à 50 mètres sous terre. Sous le blocos en haut. Ici, c'était le tambour pour enrouler le câble quand ils remontaient les wagonnets d'ici. Et là, on avait encore des vestiges de... Voilà, les emballages cartons des
des pains de poudre. Ouais, forcément, ça n'a pas été remonté. Ah non. Bon, là, on marche sur de la poudre, parce que tout est parti en javel là-dessous. Ça, c'est les postes au fur et à mesure qui marquaient leurs avancées. Et un poste, c'est combien de temps de travail? Si mes souvenirs sont bons, il commençait 7h, 19h, 19h, 7h. D'accord. Ça tournait tout le temps, ça travaillait tout le temps. D'accord. Donc un poste, c'est 7h, 19h, 12h. Donc en 12 heures, on avance d'un mètre. Là, sur 12 heures, sur la portion-là, ça fait quand même déjà un volume à sortir. Ouais. Bon, après, s'ils étaient sur un rameau de 80 par 20, ils devaient, je pense, avancer pas loin du mètre. D'accord. C'est à peu près le seul endroit que je connaisse qui est marqué comme ça. C'est vrai. Les Allemands ne feront jamais sauter la butte, car à la fin de l'année 1917, Vauquois n'a plus le même intérêt stratégique qu'au début de la guerre. Pour observer l'ennemi, les deux belligérants emploient désormais d'autres méthodes. À Verdun, la dernière offensive française, le 20 août 1917, n'a pas seulement été précédée d'une formidable préparation d'artillerie lourde. En plus de l'aviation de reconnaissance qui a minutieusement photographié chaque mètre carré du terrain à conquérir, 21 ballons français sont dans le ciel le jour du déclenchement des opérations. Chaque division d'attaque, chaque corps d'armée et tous les groupements d'artillerie lourde à grande puissance disposent de ballons de type Caco, dont les modèles pouvaient amener 2 à 3 observateurs entre 500 et 1000 mètres d'altitude. La butte ne sautera jamais. Elle n'est plus un verrou stratégique ni même un poste d'observation. Les deux camps se sont même entendus pour que les mines sautent toujours à la même heure, le matin vers 7 heures. Ainsi, les tranchées peuvent être évacuées. Les pionniers allemands se retirent en fin d'année 1917, comme les sapeurs français. Seuls les dispositifs d'écoute sont maintenus. On ne sait jamais. D'ailleurs, le 9 avril 1918, une dernière mine explose. Elle est allemande, et son action, comme toutes les autres avant elle, ne changera rien au cours de la guerre sur cette zone du front. Entre le mois de février 1915 et le mois d'avril 1918, 519 mines ont explosé au cœur de la butte de Vauquois. Ce ne sont pas moins de 1000 tonnes d'explosifs qui ont ravagé le paysage. Le petit village meusien n'est plus qu'un terrifiant réseau d'entonnoirs géants. La butte a perdu 3 mètres d'altitude. Entre 15 000 et 24 000 hommes y sont tombés. Au mois de mai 1918, des troupes italiennes relèvent les poilus sur Vauquois. Le 26 septembre, 2 jours après le déclenchement de l'offensive Meuse-Argonne par les Alliés, 4000 soldats américains de la 35e division d'infanterie s'emparent de la butte après des combats acharnés. 40 000 obus ont été tirés sur l'objectif les jours précédents, finissant de bouleverser le paysage. En gravissant cette modeste colline, les boys de l'oncle Sam, les Samis, atteignent le dernier cercle de l'enfer et s'installent dans un paysage apocalyptique que les opérateurs américains filment pour la première fois. Vauquois devient le symbole d'une France rurale morte avec la Première Guerre mondiale. 8000 corps sont encore ensevelis dans la butte du sacrifice, devenue un immense mausolée.